Je me dis, c'est un fou. Voici 3 jeux mentaux des pervers narcissiques que vous avez forcément vécu, obligatoirement. On va commencer par le niveau 1. Admettons qu'il y a un iceberg devant vous et que vous en voyez juste la surface. Je vais commencer par 3 jeux mentaux qui arrivent en surface. Et on parlera du reste juste après. Premier jeu mental psychologique, c'est de te culpabiliser. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu seras forcément coupable. Ils ont toujours raison, tu as toujours tort. Et la chose qui est étonnante là-dedans, c'est que même si jamais tu les prends en flagrant délit, en disant par exemple, voilà, je sais que tu es coupable, j'en ai la preuve, même jusqu'à, pas des racontards de copains, mais jusqu'à des preuves écrites dessus qu'ils sont coupables. Ils vont te dire, et toi alors? Il y a 3 mois de ça. Et toi alors, il y a 8 mois de ça. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, ce sera forcément retourné contre toi sur autre chose. Ils vont nier, même devant l'évidence, même devant quelque chose d'écrit, et ils vont translater, transférer sur autre chose. Et toi alors, il y a 3 ans de ça, tu as fait ceci. La chose qui est encore plus étonnante dans cette culpabilisation qui est quasiment quotidienne, c'est qu'ils vont faire quelque chose qui s'appelle du reframing. Je t'en donne 2 exemples. Tu découvres qu'ils ont volé de l'argent ou qu'ils ont dit du mal de toi à quelqu'un. Tu vas leur montrer ça. Et ils vont te dire, donc ils vont reframer, mettre un autre cadre autour de ça. Si jamais au bout de 10 ou 20 échanges, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils vont te dire, mais au fond de toi, tu sais très bien que c'est pas ça le problème. Le problème c'est... Et là, ils vont t'inventer. Le problème, c'est que tu ne m'aimes pas assez. Le problème, c'est que tu ne m'as jamais fait confiance. Le problème, c'est que tu ne crois pas en notre couple. Tu m'accuses de ça, mais c'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est ta mère. D'autant plus si le sujet de ta mère est un sujet compliqué. Ta mère ne t'a jamais fait confiance, donc tu ne me fais pas confiance à moi. Ou ton fils, ou ton travail. Ils vont chercher la pire des choses sur toi et te la renvoyer. Le deuxième jeu psychologique, toujours en surface, c'est la lecture psychologique. Un peu comme un liseur de bonne aventure, ils vont te dire qu'ils te connaissent mieux que toi. Ils vont t'interpréter mieux que ce que toi tu ne pourrais le faire. Quand tu fais une action, ils vont te dire exactement pourquoi tu l'as fait. Quand tu fais une erreur, ils vont te dire exactement pourquoi. Ils vont recréer une nouvelle version, un nouveau scénario sur toi. Alors comme tu le sais, derrière toute histoire, on pourrait mettre plusieurs interprétations, ou derrière chaque réalité, il pourrait y avoir plusieurs histoires. Admettons un juge devant les assises qui serait face à 2 avocats. L'un des 2 avocats décrira cette personne comme étant la pire sur Terre. L'autre, la défense, va dire « il a une enfance difficile, ça a été compliqué ». Et d'un coup, tu te retrouves avec 2 histoires qui décrivent une même forme de réalité et tu ne sais plus vraiment quoi penser. Là où c'est très malin, c'est qu'il est compliqué pour un être humain d'avoir une histoire logique ou sensée sur elle-même. Tu as une forme d'interprétation de ce qui t'arrive dans la vie sans pouvoir être sûr que c'est vrai. Je te donne un exemple. Prenons le cas du travail, qui est peut-être le moins important. On ira sur le couple après. Tu es dans un travail et comme tout travail, il y a des jours où tu adores ça et des jours où tu aimes moins ça. Donc tu peux l'interpréter de manière positive en disant « génial, j'ai un travail, je paye mes factures, ça se passe bien dans ma vie et je m'accroche chaque jour pour me lever pour y aller ». Tu pourrais aussi réécrire cette histoire comme « ce travail ne me plaît pas ». Je vais finir par un burn-out, je suis juste dépressif, etc. Il y a de fortes chances que la personne perverse te réécrive d'une autre manière cette propre histoire. Dans ton histoire, ils vont aussi projeter leurs défauts, leurs propres insécurités. Par exemple, dans le couple, ils peuvent te dire que tu n'as jamais été très amoureux, que tu leur as jamais vraiment fait confiance, que ça s'est toujours un peu mal passé, que tu leur fais trop de reproches, qu'on s'entende. Les reproches dans un couple ou les disputes, c'est pas noir ou blanc, c'est pas noir, il y en a toujours, blanc, il n'y en a jamais. Tout couple a forcément des disputes. Mais comment est-ce qu'on va aller interpréter ça? Le fait d'avoir une dispute par mois, c'est beaucoup trop ou c'est pas assez ou c'est normal? Et une par semaine, c'est insupportable ou c'est bien? Et ils vont bien évidemment réécrire la pire histoire sur toi et te la réimplanter. Dans ce deuxième cas, dans ce deuxième jeu psychologique, il y a aussi un reframing. Je prends ta vérité, je vais la replacer dans autre chose. Je vais réinventer ta propre réalité et te l'imposer. Et te la répéter suffisamment jusqu'à ce que tu craques. Ils peuvent par exemple te répéter en boucle que tu es dépressif, que ton boulot ne sert à rien, que tes enfants ne t'aiment pas, que ta famille ne t'aime pas, que tes amis ne sont pas là pour toi. Et à force qu'on te le répète pendant des années, il y a forcément un moment donné où cette espèce de graine finit par germer. Tu finis par te dire... si ça se trouve, c'est possible. Et ne pensez pas qu'une personne perverse narcissique ne pourra attaquer que des gens faibles. Je vois des gens extrêmement puissants, extrêmement intelligents. Je pense même que plus on est intelligent, plus on a de force, plus on va se faire prendre à notre propre jeu.
Le troisième point, c'est l'incompréhension. Des phrases comme par exemple « je ne comprends pas ». Tu dis des choses toutes bêtes et ils te regardent et ils te disent « je ne comprends pas ». Comme si tu parlais une autre langue, comme si même pour des choses simples, ils ne comprenaient absolument pas ta façon de penser. C'est une façon de te remettre en question. Bien évidemment, s'ils te validaient, s'ils te comprenaient, ça signifierait que tu es sain. S'ils ne te comprennent pas, ça signifie que c'est toi le problème. Ils peuvent te dire aussi « j'ai pourtant tout fait pour ça, mais je ne comprends pas que ça ne marche pas, que tu n'arrives pas à être heureux aujourd'hui. Tu m'avais dit qu'on serait heureux maintenant, et ce que je vois, c'est qu'on n'est pas heureux, alors qu'en fait, ils te font les pires misères à la maison. Il me semblait que tu avais dit ça avant-hier, que tu l'aies dit ou pas. » Ils vont te dire des choses comme ça. Si on aime quelqu'un, on devrait tout lui donner. De l'argent, de la bienveillance, sa santé mentale, on devrait tout donner à l'autre. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en réalité, ils comprennent très bien la limite entre le mal et le bien. Il y a une ligne qui est fine mais qui existe. Ils savent très bien là où ils en sont. Ils savent très bien à quel moment ils te poussent dans le mal et à quel moment tu es dans le bien. On pourrait s'arrêter là et tu dirais « oui, c'est vrai que j'ai vécu ça » et tu trouveras ça injuste. Mais je te propose qu'on aille un peu plus loin aujourd'hui dans le niveau 2, qu'on aille voir ce qu'il se cache derrière tout ça. Pourquoi est-ce que ces stratégies psychologiques sont utilisées? Ce ne sont que des outils. C'est-à-dire que ce n'est pas le fond de l'histoire, ce sont juste certains outils pour te mener à quelque chose d'autre. Avant d'aller plus loin, si tu le souhaites, j'ai créé une formation qui s'appelle « Aller mieux après une relation avec une personne qui est perverse narcissique, réussir à réouvrir son cœur ». La formation est juste en dessous dans la description de la vidéo. La plupart des gens vivent en mettant des barrières après pour se protéger. Mais les barrières ne guérissent pas ce qu'il y a dedans. Il est temps d'aller vérifier et puis d'aller baisser ces barrières pour retrouver une vie saine, normale et pleine d'amour. Revenons à cet iceberg. On a vu là 2-3 outils, comme une pelle et un marteau, un tournevis. On a juste vu quelques outils qui servent à mener un combat qui est beaucoup plus grand à l'intérieur de cette relation amoureuse. Tu vas peut-être hurler quand je vais te dire ça, mais la relation que tu as avec cette personne était une relation qui était incroyable, qui ne ressemble probablement pas à d'autres relations que tu as eues dans ta vie. Tu as peut-être eu l'impression d'une fusion totale avec cette personne, d'un amour inconditionnel. Et si tu penses que cette relation, c'était à propos de eux, et que toi, tu as été ignoré, la chose que tu ignores sûrement, c'est que cette relation a surtout été à propos de toi en réalité. Cette personne t'a inspecté de près. Elle a mené son enquête pendant des mois et des années. Au final, elle te connaît mieux que ta propre mère. Elle connaît tes failles, elle connaît tes habitudes de vie, elle sait à quelle heure tu t'endors, à quelle heure tu te réveilles, combien d'heures de sommeil il te faut, ce que tu manges, quels sont les événements dans ta vie qui te rendent dingue, quels sont ceux qui t'apaisent. Elle a tout testé, elle connaît aussi tes secrets, tout ce que tu lui as confié pendant tout ce temps. Imaginons un test grandeur nature d'un couple où l'un des deux étudierait l'autre pendant des années. Chaque phrase, avec l'impact de chaque phrase, en notant quasiment ces phrases sur un carnet. Quand je parle de tel sujet, il commence un peu à s'énerver. Il s'énerve 8 sur 10. Quand je parle de tel autre sujet, son fils, sa mère, ses amis, sa maladie, il s'énerve 9 sur 10. Si jamais je cumule les deux, il s'énerve 10 sur 10. Si jamais je dis tel autre type de phrase, il se recalme. Imaginons qu'il ait cherché en toi tous les déclencheurs possibles pour te rendre heureux, mais aussi pour te rendre foudrage. Cette personne savait exactement quelles étaient les phrases de 5-6 mots maximum pour te rendre fou. Il a même étudié dans quelles conditions ça te rendait fou. Est-ce que si tu es un peu plus fatigué, tu vas exploser un peu plus? Est-ce que ça marche mieux la nuit ou le matin, le week-end ou en voiture? Seulement pour te découvrir autant, pour avoir autant de secrets sur toi, il a dû faire une méthode qui est très particulière. Je pense que 2 adultes ne peuvent pas arriver à un tel niveau d'intimité. On dit que l'amour adulte est un amour conditionnel. On se marie, on a des enfants, et on reste ensemble à condition que, par exemple, à condition que tu ne me trompes pas, ou à condition qu'il n'y ait pas de violence physique. Donc, on s'aime, on se marie, on crée une famille à condition que. On parle d'amour conditionnel. Là, pour avoir accès à tous tes secrets, savoir toute ta vie, et surtout, pour que tu lui laisses passer tout autant de choses qu'il te fasse de mal, il fallait qu'il passe à un amour inconditionnel. Le seul amour inconditionnel qu'on a sur Terre, c'est avec ses enfants. Et il a dû se comporter comme ton enfant pour que tu t'ouvres autant à lui et que tu lui donnes tout. Tu as été sa deuxième mère, sa mère duale, tu lui as tout donné, tu l'as aidé,
dans tous les domaines de sa vie. Tu lui as tout pardonné et lui, en échange, il t'a fait miroiter l'amour inconditionnel. Il t'a fait parfois rentrer dans un triangle de Karpman, c'est victime, bourreau, sauveur. Il t'a tout fait, vraiment, mais comme un enfant un peu sadique pourrait le faire. Et c'est ce qui fait que tu l'as laissé entrer chez toi, au sens propre, mais aussi dans ton cœur. Tu voulais le sauver, tu voulais que ça se passe bien, tu voulais croire en cet amour qui était aussi puissant. Alors comment s'en sortir? C'est là qu'on a un problème. Parce que si jamais on utilise les méthodes classiques de couple, on va droit dans le mur. Admettons que tu ailles voir un thérapeute de couple, comme j'ai pu le faire à l'époque, comme beaucoup d'entre vous l'ont fait. Le psychologue, le thérapeute de couple va te dire, il faut de la bienveillance, il faut savoir s'ouvrir à l'autre, il faut plus communiquer, il faut plus de patience. À ton avis, qu'est-ce qu'il se passe avec un pervers narcissique si tu rajoutes de la bienveillance sur tout ce que tu as déjà donné et sur le fait qu'il te détruise pour chaque bienveillance? Si tu te confies encore plus à lui sur tes doutes, sur tes craintes, sur tes peurs, il va forcément exploiter. Si jamais tu communiques encore plus avec lui, il va te faire des salades de mots jusqu'à t'épuiser en t'accusant non-stop. Et si tu es patient, tu es juste en train de creuser quelque chose dans lequel tu ne veux pas être aujourd'hui. Ces méthodes classiques de couple marche avec les adultes. Dans un couple adulte, oui, il faut de la bienveillance, se confier, communiquer et de la patience. Mais là aujourd'hui, ce n'est pas un adulte, c'est un enfant sadique. Chaque discussion avec lui te mènera à encore plus de douleur, à encore plus de problèmes. Donc, coupe tous les ponts, on a gagné lorsqu'on est parti, et dis-toi bien que si jamais tu es coincé, comme beaucoup d'entre vous, parce que tu dois lui parler, fais les discussions les plus brèves possibles. Compte le moins de mots possible, réduit. Si jamais tu dois envoyer une SMS qui fait 20 mots, demande-toi comment cet SMS pourrait faire seulement 15 mots ou seulement 12 mots. Peut-être même qu'en 5 mots, ça suffirait, il y aurait de l'information. Ne communique pas avec ce genre de personne. La communication avec une personne qui est sadique, qui te connaît par cœur, va forcément mener au fait que tu souffres. Obligatoirement. J'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a une formation qui s'appelle Soigner son cœur et redevenir soi après une relation toxique. Salut à tous, bye.